Alors bonjour les modèleux, alors cette vidéo, donc ça va être sur du vintage, c'est le 91e épisode sur notre série donc sur l'histoire de la voiture RC. Alors il y en a plus de 91 vidéos parce que dedans j'ai pas inclus tout ce qui était les montages que j'ai fait de Tamiya, de reproduction, de réédition plutôt de voitures. Donc ça doit en faire dans les 120. Et j'essaye de vous faire ça régulièrement, mais c'est pas toujours facile parce qu'il faut avoir le matos en bon état. Alors ça, j'en ai pas beaucoup à vous montrer. Et surtout, faut avoir la documentation. Voilà, à chaque fois, je me reproche de pas être assez précis, des fois de dire des bêtises. Mais c'est un peu pointu quand même le vintage. Pour tout connaître, c'est quasiment impossible. Alors là, j'allais vous faire commencer une série de vidéos sur un traction. Je vais me refaire un traction. Ça, c'est quelque chose qui est alors complètement quasiment disparu. Alors il en reste un peu en électrique. Par exemple chez Tamiya, il propose des MB-01 en traction. Il y a tous les M châssis, tout ça. Il y a encore des trucs, mais ça reste vraiment des voitures soit circuit, un tout petit peu rallye-terre avec Tamiya. Mais par contre, en TT1 8e, il n'y a plus rien et depuis longtemps. Et ça pour plusieurs raisons. C'est parce que la catégorie 4.2, qui était pendant longtemps au début des années 80, parce que normal, il y avait quasiment que ça, grandement majoritaire, c'est resté à peu près en course à égalité pendant longtemps entre les 4.4 et les 4.2. Et après, bien, au fur et à mesure, ça a eu tendance à disparaître parce que les fabricants ne proposaient pas de kit. Mais pendant longtemps, des grandes marques françaises comme Yankee, comme MRC, comme Sicom, ils proposaient une gamme 4.2, une gamme 4.4. Donc il y en avait un peu pour tout le monde et pour tous les budgets, même si parfois le 4.2 ça revenait pas beaucoup moins cher que le 4.4, surtout en traction, parce que ça bouffait du moteur. Alors tout ça, c'était des thermiques. Et voilà, l'intérêt je trouve de cette vidéo, même pour celui qui ne fait pas de vintage, c'est la technique traction. Voilà, comment étaient conçues les voitures traction, les évolutions qu'il y a eu dans le temps, et pourquoi je veux me refaire un traction sur une base NXT brushless. Je voulais le faire en thermique, mais voilà, par manque de temps, je vais faire un truc brushless, et je suis sûr, je l'annonce déjà, parce que je connais par cœur les tractions, j'en ai fait beaucoup. C'est moi qui, à la fin des années 90, ça avait disparu, mais il y avait encore la catégorie 4.2, et je m'en suis fait un comme ça pour un peu par défi. Et donc ça avait relancé un peu le truc. Et ça a permis, malgré que j'étais pas un aussi bon pilote que beaucoup d'autres pilotes du championnat de France en 4.2, ça me permettait d'avoir une petite avance au niveau tenue de route. Et ça m'a permis d'avoir des pôles, j'ai dû en gagner 2-3 manches avec mes proto-tractions de CF, chose que j'aurais pas pu faire si j'avais été en propulsion. J'étais pas assez bon pour ça. Donc c'était vraiment un réel avantage, même si la fiabilité était beaucoup plus basse que sur un propulsion. C'est ça qui m'a souvent joué des tours. J'ai fait beaucoup plus de pôles. Des pôles, je sais pas, j'en ai dû faire une quinzaine et je crois que j'ai gagné 2 ou 3 manches, c'est tout. Donc à chaque fois, ça se finissait souvent en casse ou en souci, et surtout on consommait beaucoup. Alors pour en revenir, là je me disperse un peu, mais c'était pour vous dire qu'on va en reparler dans la partie entre guillemets moderne, parce que je vais m'en faire un pour pour m'amuser, pour vous montrer que c'est sympa. Donc là, on va parler du Rabbit traction. Alors le Rabbit première génération. On fera une autre vidéo pour parler du GTI. Alors ça, je l'avais un peu évoqué dans une des premières vidéos sur l'histoire de la petite voiture RC. Mais c'était en général, les Rabbits en général. Là, je veux vraiment revenir sur le traction première génération. Donc qu'on reconnaît au petit trou et à la carrosserie avec le pilote. Alors ça, c'est pas tout à fait la bonne carrosserie. Ça, c'est une carrosserie de 4x4, mais plus tard, je remettrai... j'en ai une de traction, je remettrai bien. Et donc, ça ressemblait... On aurait dit qu'ils auraient mis un peu une Formule 1 au niveau du pilote de l'avant, tout ça avec un aileron intégré. Alors c'est en ABS. Là d'ailleurs, il y en a encore qui existent chez Cyril de Modis 34 dans 2 versions. Et ça c'était juste pour vous montrer. Ça c'est celle qu'il y a eu après, c'était la GTI. Voilà, et qui intégrait l'aileron, qui avait une forme un poil plus moderne. Alors la petite histoire de cette voiture. La première marque qui a fait un traction en course et qui a tout révolutionné, c'est Yankee. Ça devait être début 1985. Ça, je vous l'ai déjà présenté, mais on le représentera. Donc, le principe, c'est qu'il y avait des bras tirés et l'avant,
c'était un train avant de Yankee 4x4, sauf qu'ils avaient collé le moteur devant. D'entrée, ça fait un carton, même si la voiture était blindée de défauts. Par exemple, rendez-vous compte, à l'avant, il n'y avait pas de différentiel d'origine. C'était une option, et ça valait une blinde. Mais la voiture, bien menée, les propulsions, ils ne pouvaient pas suivre, quoi. C'était vraiment compliqué. Tout de suite, MRC, qui proposait donc son Rabbit. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait là-dessus. Donc c'était fabriqué en France, je crois que c'était à Limay-Brévannes ou enfin voilà, c'était vers Créteil. À chaque fois j'oublie le nom, mais d'ailleurs MRC est toujours dans le même coin. Hein. Ils fabriquaient tout sur place, hein, le moulage des plastiques, des coupes de l'époxy, enfin tout. Ils ont fait une sorte entre guillemets de copie un peu, et ils ont sorti donc le Rabbit, donc en 4x4, et rapidement vu le succès du Yankee Traction, ils ont proposé une version assez copiée, voilà, que vous avez ici, donc avec des bras tirés, on va regarder ça de plus près, qui vont décliner, donc ça c'était fin 1985, début 86 je pense, qui vont rapidement décliner quelques mois plus tard en version GTI, donc avec une triangulation améliorée, ça aussi je vais vous le montrer, des jantes et des pneus grand diamètre et cette carrosserie-là. Voilà. Donc ça avait permis de le moderniser un peu parce que cette version-là, on va en reparler aussi, il y avait quand même de gros défauts. Ça existait là en plusieurs finitions. Alors là par exemple j'ai une boîte de Rabbit, je suis pas sûr qu'elle correspond tout à fait, mais ça correspond à celui-là, hein, on voit. Il a été, d'ailleurs, la décoration, je me demande, c'est vrai que quand on regarde les autocollants, moi je me demande si c'est pas la carrosserie qui avait servi à faire les photos. Parce que la voiture, le 4x4 que je vous ai déjà présenté, moi je l'avais récupéré, c'était chez un distributeur belge. Donc, soit il y a vraiment, ils ont copié, ou soit c'est vraiment la carrosserie qui avait servi aux photos. Mais ça existait donc en junior, en sport, en expert, en racing et en compétition. Donc ça, c'était à chaque fois une histoire de finition. Par exemple, je pense qu'il y en a qui n'avaient pas le différentiel. Une version après qui avait le différentiel. D'autres qui n'avaient pas les amortisseurs. C'était juste sur des épingles. Peut-être pas les roulements. Voilà, à chaque fois, il y avait des différences. Alors ça dépendait aussi si c'était un propulsion, un traction ou un 4x4. Alors, première chose qu'on va faire, on va mater la voiture d'un peu plus près. Et je vais vous montrer aussi des éléments démontés. Avant ça, je voulais vous rappeler que sur le forum de RC Mag, il y a le musée virtuel. Donc vous avez ça, je crois, quand vous arrivez sur le forum, c'est un logo, il y a le logo de Modélisme 34 et en dessous il y a musée virtuel. Et quand vous allez dessus, alors c'est en construction hein, depuis longtemps, j'essaye de l'alimenter régulièrement, vous avez une section Rabbit. Alors je vais en rajouter encore, mais ça vous permet de voir les voitures en détail, les notices, tout ça. Et bien sûr, si vous voulez m'aider au remplissage hein, de ce musée virtuel, donc il y a des revues, il y a tout ça, vous pouvez bien sûr m'aider avec des photos. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Allez, maintenant on va regarder la voiture de plus près, mais la boîte aussi. Allez, la boîte de notre Rabbit, donc qui était commune aux versions 4.2. D'ailleurs, c'est un 4.2 qu'on voit là, hein, avec les pneus lignés aux versions 4x4 et je pense traction. Et là, ce qui m'intrigue, c'est cette histoire de carrosserie. Alors, ça n'a rien à voir avec notre vidéo, mais si on regarde, moi j'ai l'impression que c'est celle-ci. Hein, c'est peut-être la carrosserie qui a servi à faire les photos. Ouais, ce serait cool. J'avoue que si c'est vrai, je serais assez content. Donc on voit le distributeur. Donc est-ce que, si vous avez les infos, je suis intéressé. Est-ce que BMI, qui était un distributeur belge, ils ont vraiment distribué à un moment MRC, ou alors est-ce que c'était des voitures qu'ils avaient pris en échantillon? Voilà, ce serait intéressant de savoir. Nous avons sur les côtés encore la voiture. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a juste ici ce que je vous parlais tout à l'heure, junior, sport, expert, racing et compétition. Donc dans cette boîte, c'était une version compétition. Je pense que c'est le 4x4 que j'ai là-haut. Voilà, j'ai mes mécanotes en chef. Ouais, voilà, cool. Voilà, mets-toi sur ma belle boîte là de collection. Je dirai rien. Allez, maintenant, on va, ouais, voilà, comme elle est là, on peut plus rien voir. On va mater de plus près la voiture. Sale bête. Si tu continues comme ça, tu sais ce que c'est la SPA, hein? C'est de là que tu viens. Tu vas peut-être y retourner. Regardez comment elle louche. Alors, avant de mater la voiture, hein, je voulais quand même reparler de cette histoire de carrosserie, parce que là, je compte sur les spécialistes pour me donner l'info. Donc ici, on a la carrosserie GTI. Ça, on verra par la suite. Hein, ce sera une autre vidéo.
Ici, j'ai la carrosserie que j'ai pris sur le 4.2. Donc, je pense que c'est strictement la même que le 4.4. Vous avez ici le moteur qui sort et là, vous avez le réservoir. Voilà. Ici, on a une carrosserie de chez Modelis 34, donc qui est en Lexandre, qui est une reproduction qui est très bien faite, qui est bien épaisse, tout ça, nickel. Pour moi, c'est la même. Donc, celle-là, c'est la 4.4. La référence, c'est C91. Par contre, il a cette carrosserie que je m'aperçois qu'il a jamais mis en ligne. Et la différence, c'est surtout au niveau du dégagement ici. Je me demande si c'est pas celle-là qui est traction. Voilà, si je vais mettre les deux côte à côte, hein, les deux reproductions qui sont en Lexan. Donc vous avez celle-là, la partie avant, ça semble identique. Sur le côté, c'est identique aussi. Ce qui va changer, c'est que ici on voit que c'est bien large. Ici, c'est plus étroit, il y a un gros dégagement. Là, il y a aussi un dégagement. Mais pour moi, ça, ce serait plutôt la traction. Alors, merci de confirmer. Comme ça, je pourrais le dire à Cyril, parce que je pense qu'il en a d'autres et qu'il puisse les mettre en ligne. Et moi, bah, si c'est bon, ça sera ma future carrosserie pour mon expert. Je crois que c'est un expert que j'ai qui en est pas équipé actuellement. Allez, on va mater d'un peu plus près notre traction. Donc, c'est une première génération. Ça, c'est important pour s'y retrouver. On les reconnaît hyper facilement. Par exemple, avec les pneus de petit diamètre, hein, sur des jantes typées piste. Là, c'est des jantes, c'est les mêmes qu'on avait sur les PB Alpha. Donc, vraiment piste. Qu'est-ce qu'on reconnaît aussi à la triangulation et aux fusées. Ça, on va le voir après. Alors, moi, c'était pas une voiture neuve. J'avais fait une restauration en partant de morceaux. J'ai jamais eu un traction complet et j'avais complété cette voiture. Mais il me reste à monter un moteur, l'échappement. Alors là, j'ai juste posé un moteur comme ça hein, pour vous montrer l'emplacement. Et là, généralement, on avait soit une sortie arrière avec un échappement un peu bizarre. Ça faut que je le trouve. Ou j'ai peut-être dans mon stock, mais il va falloir que je fouille. Ou alors, on avait un latéral avec un coude qui venait comme ça. Et on avait un pot d'échappement vraiment spécifique aux tractions. Le problème qu'il y avait, ça a été aussi le cas avec les tractions un peu plus modernes, comme j'utilisais à la fin des années 90 ou la première partie des années 2000. C'était l'accord de l'échappement. Il était jamais bon. Donc ça jouait sur la puissance du moteur, sur son comportement, sur voilà. Donc ça c'était jamais génial. Ça a toujours été un souci. Mais voilà, on pouvait monter, je pense, arrière ou latéral. La plupart du temps, c'était latéral. Pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas connu cette époque, les moteurs, on les avait souvent en latéral, hein, de la première partie des années 80 et même le début de la seconde. Et on avait la même version en échappement arrière. Ici, vous avez un Pico avec les fameux carbus plastiques. Alors, ceux qui ont connu ça, ils vont comprendre de quoi je veux parler. Juste avant, il y avait les Pico, c'était ce qu'on trouvait quasiment le plus. Hein. MRC, en plus, il le distribuait. C'était des moteurs très populaires. Mais avant, il y avait un très bon carbu tout aluminium. Et à un moment, ils ont voulu moderniser, ils ont voulu passer au carbu plastique. Et là, ça a été le début de la catastrophe. Alors maintenant, les fabricants maîtrisent beaucoup mieux, mais c'est vrai que ça a été vraiment un souci à cette période-là. Donc, on voit l'architecture. D'ailleurs, vous voyez, le châssis, il est bouffé, l'aluminium. Hein, j'ai pas mieux que ça pour l'instant, mais regardez, il y a comme un... Ça aussi, si vous avez une astuce, comment arrêter ça? Parce que j'ai l'impression que ça continue à se développer, alors que la voiture, elle n'est pas à l'humidité ni rien, mais ça se bouffe partout. Je sais pas si on voit bien là. Enfin bref, voilà. Vous avez donc une architecture avec des bras tirés à l'arrière. Ça, ils ont fait la même chose que le traction Yankee première génération. Donc vous avez, c'est juste sur la déformation du plastique ici. Alors, vous voyez, c'est un peu chaud. Donc ça, c'était, ici vous avez un bras de Yankee TR85, hein, donc la première version. Et ça, voilà, ça jouait comme ça. Et on voit ici comment ça se fendre. C'était un peu le souci. Voilà. Et là, on attachait l'amortisseur, donc le même principe. Ils se sont contentés de copier et vous aviez les roulements là. Alors là, il n'y avait rien de réglable, bien sûr, au niveau pincement, carrossage. Mais en traction, ça se justifiait d'avoir des bras derrière hein, pour le transfert des masses, pour l'efficacité de la suspension et pour avoir un maximum de poids sur l'avant. Ensuite, Yankee, eux, ils ont sorti assez rapidement une articulation mais sur rotule et là c'était quand même beaucoup plus sympa. Et moi qui roulais à cette période là, alors moi je revenais de l'armée un peu plus tard, je m'étais fait des bras, alors je vous le montrerai ça aussi un jour, le proto, je l'ai encore, une partie avec des rotules réglables, donc ça permettait
de régler un peu le carrossage et le pincement à l'arrière. Donc on voit copie conforme hein, quasiment du Yankee et première génération. Les amortisseurs, ils étaient disposés comme le Yankee, sauf que normalement sur cette voiture, je pense qu'on devrait avoir, alors ça j'en suis pas sûr, les amortisseurs rouges tout alu comme le Buffalo, comme les Bullets. Moi j'ai cela dessus. Bon, est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur ou est-ce que les dernières versions comme ça pourra le vérifier avec les articles revus que j'ai déjà mis en ligne. C'est vrai qu'il faudra que je regarde sur notre musée virtuel. Donc ces amortisseurs, ils étaient en Lexan et ça serait comme les motos. Vous avez la bague là, en la décalant, ben, vous pouvez durcir plus ou moins le ressort et dedans vous avez de l'huile moteur et vous avez la petite vis là pour purger. Donc c'était vraiment sommaire. On a la même chose à l'avant et comme le Yankee traction, c'est situé au-dessus. Vous avez la fixation d'amortisseur, c'est à plat un peu, hein, on va dire, ça redevient un peu à la mode ce système-là. Et celui-là, il est équipé d'une option qui n'était pas courante, c'est la barre anti-roulis à l'avant. Voilà, il y a une grosse barre anti-roulis. Vous avez ici donc la couronne qui est directement solidaire du pignon d'attaque du différentiel, on va le voir ça aussi. Et vous avez une couronne SG, là, dans ce cas-là, avec un gros disque en aluminium et des grosses plaquettes. Et le moteur, il attaque directement. On voit que le système de direction, il est suspendu à la platine supérieure. Là, vous avez des biellettes qui vous permettent de régler le pincement. Et au niveau de la chasse, elle est ajustable. Vous avez un tambour. Ça aussi, on va y revenir parce que c'était vraiment le problème de cette voiture. Regardez, il y a des crans. Et en desserrant les vis qu'il y a ici, on pouvait tourner le tambour et donc ajuster la chasse. Celui-là, il est équipé des amortisseurs, enfin des cardans homocinétiques. Donc c'est vraiment que c'était la version haut de gamme. Les cerveaux, la platine radio, il y avait pas vraiment de platine radio, c'était sur des pattes comme ça. Donc vous voyez, c'était ajustable selon la taille du cerveau et pour la batterie, tout ça, ben, je crois qu'il fallait un peu se débrouiller. Ça, j'avoue, je me rappelle pas. Les colonnettes pour la fixation de la carrosserie sont en alu. Ça, c'est un peu l'héritage de la voiture de piste, hein, on voit. Et le gros pare-choc. Qui était ouais, plutôt balèze. Bon, ça, c'était plutôt efficace. Alors, si on regarde en dessous, on voit que les vis, ça dépassait, mais allègrement. Hein, c'était bien sûr pas fraisé. Alors, il y en a qui préparaient, bien sûr, qui fraisaient le châssis, qui essaient de noyer ça, qui mettaient les châssis plus épais, des longueurs différentes. Alors, je pense particulièrement à Bernard, qui a longtemps fait du championnat de France avec le Rabbit. C'est vraiment le spécialiste du Rabbit traction. Là, on voit la cellule est tenue par 4 vis. Regardez le système, là, on voit les petites vis qui bloquent les axes. Et là, on voit encore le système de tambour, voilà, les bras. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est plus en détail tout ce qui est fusée et différentiel. Vous redonnez l'explication à ce niveau-là. Voilà, j'ai mis quelques pièces devant moi. Alors, je précise, hein, toutes les pièces, elles sont disponibles déjà dans le musée. Mais par exemple, une cellule, vous voyez, c'était beaucoup plus balèze et sommaire qu'une cellule actuelle. Elle était en 2 parties. Et ça, c'est le différentiel. Regardez, par rapport à ma main, la taille du différentiel et des dents. C'est donc des pignons droits. Là aussi, c'est inspiré des voitures de piste PB. Hein, c'est pas des pignons coniques. Vous voyez que c'est assez grand. Regardez, elle est bien bouffée, la noix, là. Et le coupe conique, donc en plastique, hein, ils étaient obligés de mettre, bien sûr, un gros module. Et là, je l'ai pas, le pignon d'attaque, hein, parce que je suis en train de tout nettoyer. Mais il était lui aussi en plastique. Alors ça pouvait quand même se bouffer. Ça se mettait comme ça. Donc là, imaginez qu'il y a le pignon. Et hop, la cellule était refermée comme ça. Voilà, c'était ça, une cellule. Elle est énorme hein, par rapport à ce qu'on a maintenant. Et là, c'est là que ça doit être une cellule arrière. Il y a les rotules qui permettent d'attacher les biellettes, qui permettaient, elles, de régler le pincement du train arrière. Alors, il y avait des vis, voilà. Donc, voici une cellule. Alors, on voit que, bien sûr, c'est pas réglable. Hein. Vous avez les axes, là, ils se mettaient là. Et vous aviez, pour les versions qui n'étaient pas équipées des amortisseurs hydrauliques, comme ça, vous aviez des ressorts. Alors là, ils y sont pas. Des ressorts à épingle, bon là ça y est pas, mais il y a des ressorts à épingle ici, donc bien sûr c'était pas réglable. Pour régler la suspension, il fallait tout démonter et hop, déformer les ressorts à épingle. Alors imaginez les épingles à linge, hein, c'était un peu le même système, donc c'était quand même très sommaire et c'était très très compliqué d'obtenir la même dureté des 2 côtés. Ensuite, on avait, je vais essayer de vous montrer la différence aussi entre une version, donc la 86, on va dire 85-86, et les versions GTI qui sont sorties juste après. Il n'y a pas eu un grand écart.
Ici, donc, la version que nous avons là. Donc, les triangles, c'est un peu ce genre-là. Donc là, c'est un triangle supérieur avec la fixation de la barre anti-roulis. Et là, on a le même en version GTI. Alors, regardez la différence de longueur. Voilà. Qui est quand même assez importante. Là, c'est quand même trapu. Là, c'est beaucoup plus léger, on voit. Et c'est surtout beaucoup plus long. Et là, on avait, sur le GT, on avait une rotule. Et ça se montait directement sur, ici, la fusée. Hein, ça s'emboîtait comme ça. Voilà. Ça s'emboîtait. Et là, on avait les butées de direction. Voilà. Vous aviez là. Et là, on le voit ici, il y a les butées ici. Alors ça, c'était le système qui permettait d'avoir un peu plus de garde au sol, et malgré que ça pouvait casser, mais c'était quand même un peu plus fiable que le système première version. Le système première version, donc on a ces fameux triangles là qui me rappellent un peu ce qu'on voyait sur Yankee notamment, mais aussi sur certains SG comme le Léopard. Et on avait des fusées. Alors d'ailleurs, il y a deux sortes. J'avais jamais fait attention, mais vous avez ici tout en plastique. Même le pion ici d'articulation, il est en plastique. Celle-là, il est en aluminium. Il devait être quand même plus cher à produire, mais ça empêche qu'il est fendu ici. Par exemple, celui-là, on voit qu'il est blette. Il est fendu là, regardez. Il est cassé. Alors, ça donnait ça une fois monté. Donc, on a notre triangle. Ici, ça venait comme ça. Même si là, c'est inversé, mais bon, voilà. Et on avait un système de tambour. Donc, vous aviez une vis ici. Donc, c'est celle qu'on voit là. Et en la desserrant, ça permettait, vous avez des crantages ici. Ça, c'est pour la valeur de chasse. Et en le desserrant, ça permettait, regardez, de tourner notre tambour. Voilà. Et donc, on voulait rajouter de la chasse. Hop, on en rajoutait comme ça, hop, on faisait tourner, et après on serrait la vis, et normalement c'était censé garder le réglage. Et l'articulation, on voit, elle se faisait comme ça. Ça c'est en deux parties, hein. Si je le déboîte, je sais pas si je vais réussir à le déboîter d'une main. Si, voilà, regardez. Il y a deux demi-coquilles, voilà, qui se mettent sur l'articulation, et c'est celle-là où il y a notre fameux crantage. Et là, il y a des petits crans aussi qui permettent normalement de garder le réglage. Mais sauf qu'au premier choc, ça avait tendance à tourner et aussi à casser. C'est pour ça qu'ils ont évolué, et surtout la garde au sol était quand même relativement limitée. À noter que les axes ici sont pas en acier sur ce modèle-là, ils sont en alu. C'est quand même étonnant, quoi. Alors ça, par contre, sur mes autres Rabbit, j'ai pas du tout ça. Mais là, sur celui-là, c'était en aluminium. Donc c'est du vrai chewing-gum, hein. Je pense que dès qu'on prenait un pet, ça pliait. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette voiture. Qu'on retrouvera prochainement quand je l'aurai équipé. Je veux vraiment, faut que je fasse des recherches un peu sur les revues, les pubs, pour l'équiper d'un moteur, d'une carrosserie, de l'échappement qui va bien. Je voudrais l'avoir en complet. Et prochainement, je vous ferai la vidéo de la version GTI pour voir un peu la différence, hein. On va comparer. Et je pense qu'après, je vais essayer de vous continuer à faire sur ce thème-là, hein, des tractions. Le Yankee, malheureusement, j'en ai pas un beau à vous montrer. Il faut que je restaure, et ça, j'aurai pas le temps. Mais j'aimerais bien vous montrer il me reste, alors même s'il est pas en super état, un Pictor traction. Alors ça, c'est étonnant. C'est une voiture qui a gagné une manche de CF. J'ai gagné une manche de CF avec ça. Et j'ai aussi le proto Yankee, entre guillemets, modernisé. C'est-à-dire, le premier repreneur de Yankee m'avait contacté, il m'a dit, j'aimerais bien relancer le 1/8e, mais il avait fait ça avec peu de moyens, avec les pièces de la marque. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais me faire un traction modernisé, mais en gardant les pièces d'origine, donc ce qui était compliqué. Et je vous montrerai la voiture. Alors pareil, là aussi, elle est pas complète, mais c'est une voiture que j'ai gardée, et j'ai fait qu'une manche de CF avec. Ça s'était plutôt bien placé, et voilà, en qualif, en tout cas, j'étais dans les 10 premiers, avec une voiture qui avait déjà 25 ans. Mais ça s'est très très mal passé dans les remontées en demi-finale. Je m'en rappelle bien, il y a même un article de revue qui traîne quelque part. Et c'était en fin de saison. J'ai eu un sponsoring en fin de saison, et là, donc l'année d'après, j'ai pas réattaqué avec ça. Mais la voiture, je l'ai gardée, et je l'ai fait tourner quelques fois, notamment aux vieilles caisses. Mais je vous montrerai ça parce que c'était une idée d'évolution, ce qu'aurait pu devenir ces voitures-là, hein, donc du début du traction.
au début des années 90. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, bien sûr sur le forum, hein, je vous invite à venir participer au musée virtuel, et il y a vraiment des sujets dédiés à ça sur le forum, même s'il faut un peu chercher, hein. Mais je remercie au passage aussi Cyril de Modis34 qui nous aide pour quasiment toutes nos vidéos, et aussi qui me suit dans mes petits délires vintage, notamment quand je lui demande d'essayer de reproduire des carrosseries. Je sais que pour lui c'est absolument pas intéressant financièrement parce que c'est cher à faire et il les vend pas très cher. Mais voilà, sans lui j'aurais pas eu comment dire l'occasion de faire des reproductions. Allez, merci, à bientôt.